Bonsoir Richard. Bonsoir. Vraiment content de te retrouver encore une fois cette semaine pour parler de politique américaine et canadienne. Mais juste avant, je vais faire une annonce à nos auditeurs parce que on a un nouveau décor. Puis on est vraiment content, puis on veut remercier la personne qui a eu à cœur de nous fabriquer ce décor-là. Ça a été une belle donation qu'on a reçue chez Théovox, toute l'infrastructure et tout ça, fait qu'on en est fiers. Et dernièrement, depuis quelques semaines, on a des estrades. Ici, chez Théovox, qu'on a dans nos studios, qu'on a avec le décor. Et puis, dans le cadre de ces estrades-là, on a cogité des choses, Nancy et moi, puis on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de faire, mettons, 6 conférences dans une année et de recevoir des gens qui viendraient assister à ces conférences-là avec nos chroniqueurs. Puis, on a décidé de lancer le projet avec toi, notamment, le 4 avril prochain. Mais juste avant d'en dire un peu plus, j'aimerais ça qu'on regarde la promo qu'on a créée à ce sujet, puis on en reparle par la suite. On pensait à un concept, justement, Richard, pour lancer cette série de conférences-là qui va avoir lieu probablement une fois tous les 2 mois. Ça va être un genre de 7 à 9. Ça va se faire dans les studios de Théovox. Si vous voulez venir voir les studios de Théovox, ça vous donne l'occasion de venir en direct chez nous, dans notre univers, dans les studios, écouter un conférencier. Le coût de la conférence va être 25 $. Évidemment, il va y avoir du café, il va y avoir des breuvages, des rafraîchissements. Il va y avoir aussi pas un goûter, mais des genres de petites pâtisseries qui vont être là pour accueillir les gens. Et puis, on a l'honneur dans cette série de conférences-là qu'on a appelé « Dire entre les lignes de t'avoir comme premier conférencier le 4 avril prochain. Sur quoi va traiter ta conférence? Tu me mets de la pression? Oui, je te mets de la pression. Interdit d'apporter des tomates, premièrement, parce qu'il va y avoir une interaction avec le public. C'est ça Questions, qui est réponses. intéressé. Oui, effectivement, pour que les gens puissent... Tu sais, c'est le fun de faire un chat, là. On peut lire un peu. Souvent, on est déphasé. Là, l'idée, c'est d'être en direct, interagir. Oui. Et la première conférence que je veux faire, c'est une conférence que je veux faire, moi, à travers les régions du Québec. Ça fait longtemps que les gens disent « tu chiales tout le temps, mais tu n'as jamais de solution ». Alors, les solutions, bien, il faut les expliquer, puis il faut... je pense qu'on est à l'époque maintenant, à cause de la technologie, comme Jean Tardy en parlait, on est en train de perdre un peu la capacité de déceler ce qui est vrai et faux. Il y a des vidéos maintenant là, qui sont faites par l'IA qui sont... On pense que c'est vrai, puis c'est tout à fait faux. Absolument. Donc, des conférences en personne, ça va permettre aux gens d'avoir une interaction. Donc, je vais faire une tournée à travers le Québec dans les différentes régions, mais la première est ici. Et le thème de la conférence, c'est la puce à l'oreille. Hein? Pourquoi vous votez encore en 2025? Donc, on va expliquer un peu pourquoi le chialage depuis quelques années et dans quel contexte il faut voir ce qui s'en vient au niveau politique dans les prochaines années, surtout depuis que l'ouragan Trump est en place, qui vient absorber à peu près tout notre intérêt politique. Il déboussole, il débalance tout le monde, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, n'importe où. Tout le monde y goûte. Alors, il va falloir qu'il y ait de plus en plus de capacité de comprendre l'échiquier. Et mon objectif, moi, c'est ça. C'est d'amener mon opinion, naturellement, mais un point de vue d'expérience par rapport à ce qui était la politique jusqu'en 2020. Et depuis 2020, c'est quoi ce totalitarisme qui s'installe de plus en plus? Ça vaut la peine d'en parler et d'avoir des questions, c'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui comprend cette complexité-là. Alors, quelle belle occasion d'échanger pour pouvoir améliorer sa capacité de comprendre. Absolument. Puis moi, je veux mettre l'emphase sur, oui, ça va être une bonne conférence, mais surtout l'aspect d'être en présentiel, d'avoir l'occasion de te poser des questions, puis d'avoir une interaction, ça va être vraiment intéressant. Je veux rappeler aux gens que les places sont limitées. Hein? On a beau avoir un beau studio, puis ça doit être beau, puis ça doit être grand. On a des places limitées. On est situé sur la rive sud de Montréal. Je vais vous demander toutefois si ça vous intéresse, si vous voulez venir. Le prix du billet est 25 $. Vous pouvez téléphoner, c'est simple, 450-THEOVOX. Ça ne peut pas être plus simple que ça. 450-THEOVOX ou 450-843-6869 ou écrire tout simplement par courriel à info
info@theovox.tv, info@theovox.tv. Et puis, on va se faire un plaisir de vous répondre, de aussi procéder à votre paiement pour réserver votre siège. On a environ une trentaine, une quarantaine de sièges disponibles dans nos studios pour l'événement de Richard. Donc, je vous encourage à réserver, d'être présent le 4 avril prochain. C'est un vendredi soir. Ça va être intéressant. Comme je disais, il va y avoir des rafraîchissements et quelques petites pâtisseries qui vont être là pour la soirée. Donc, ce rendez-vous à ne pas manquer dans nos studios. Richard, je veux te parler parce que ça fait longtemps. On a fait le tour au niveau de la conférence, puis ça va être super intéressant de dire entre les lignes. Juste avant d'aller dans ma première question, puis le sujet qu'on va traiter ensemble, dire entre les lignes, c'est toi qui as eu l'idée de génie, parce que j'arrivais pas. Lundi, j'étais en train de réfléchir, puis tu m'as donné un bon coup de main. Puis tu aimes beaucoup, tu es passionné par les péronistes. Puis souvent, l'expression, c'est lire entre les lignes, mais étant donné que les gens lisent de moins en moins, des fois, on a besoin de dire ce qui se passe vraiment entre les lignes, parce qu'on le lit de moins en moins aujourd'hui. Et dire, c'est-à-dire le conférencier parle, mais vous autres, vous réagissez live. Absolument. Alors, le dire, il est à deux sens. C'est intéressant. Ouais. Donc, ça va être super intéressant. C'est de là que vient le concept de dire entre les lignes. Et je trouvais ça important de le donner, puis te donner aussi le crédit pour ça. Ça fait déjà un bon moment, Richard, que Donald Trump nous parle que le Canada, annexer le Canada aux États-Unis, 51e État, non seulement il parle du 51e État, mais il continue à interpeller Justin Trudeau comme étant gouverneur Trudeau. J'ai regardé cette semaine une vidéo que tu as envoyée dans notre groupe de nouvelles et qui m'a vraiment fait voir une perspective ou un angle sur lequel je n'avais pas pensé. Plus stratégique. Plus stratégique. Donc, c'est une vidéo qui dure à peu près 23 minutes. On en a fait un 3 minutes 30. On vous présente ça à l'instant, puis après ça, on va commenter sur le Canada, 51e État des États-Unis. On regarde la vidéo à l'instant. It makes total geostrategic and geoeconomic sense. What President Trump laid out in what I call the Panama to Greenland is kind of Alfred Mahan's naval strategy to say he's going to look at hemispheric defense, kind of Monroe Doctrine 2.0. And that's going to be from taking back the Panama Canal to make sure the Chinese Navy and the Russian Navy can never hook up in the Caribbean, all the way up to Greenland. And remember, Greenland, if you control Greenland or in partnership with a free Greenland and have bases there like we've had in World War II, there it was to keep the sea lanes open. Here is to close the sea lanes against Russian fast attack and ballistic missile submarines coming out of the Arctic. If you control that sea lane between Greenland and Iceland, which the United States will do, and not just have tracking sonobuoys, but actually control it with naval forces, and you control the Panama Canal, you've essentially hermetically sealed the United States from attack by the Soviets, by the Russians. If you add then Canada geostrategically, but this is for the Canadians too on your defense budget and particularly NATO. He said today with NATO that, and this goes for Canada, he says, hey, no offense, we bailed you out in World War I. We bailed you out in World War II. We bailed you out in the Cold War. You're just not a priority anymore. And the Russian army is kind of your problem. We'll still be there, but it's not vital national security interests. And the Canadian people, I think, have to have a deep conversation with themselves about the direction of the 21st century. I think this hemispheric defense, which is Panama, it's also Latin America, with Bolsonaro and with Milei and getting the Chinese Communist Party out of the Amazon. But this part from Panama to the security of all of it with Greenland and Canada and the Arctic, coupled with getting out 10 million or 12 million illegal alien invaders that were able to come through our country through the southern border, he is not trolling the Canadians. He's certainly not trolling your prime minister, who he refers to as your governor. This thing about Greenland, Panama, and you have to look at it whole cloth. This is about hemispheric defense and what this market means to the world and what this market means to the citizens in this market. So he's obsessed with this issue of Canada. I think he is waiting for however it plays out for the new government. I do believe they're going to have serious talks. Now, the people around him talking about defense and things like that, I think it's fantastic. But don't doubt for a second that the man himself is, quite frankly, very obsessed with this. He's going to get engaged with whoever your government is, and there will be a process going forward. Now, what's the ultimate outcome of that process? That's not my line of country. It might be having the reverse outcome of what he wanted, because conservative leader Pierre Poilievre was looking like he was going to form the next government.
now anger over this as a Mark Carney-led Liberal government tied or leading. A very left-wing environmental zealot like the government you've had will only lead Canada more rapidly to the edge of the abyss. What the Canadian people would do is, number one, take this seriously, follow what President Trump's saying, and I think get it on your national agenda and start having, talk shows and conferences. People are to be debating this. Une excellente vidéo qu'on vient d'écouter. Si vous voulez l'écouter dans son intégralité, je mettrai le lien dans la descriptif de la vidéo parce que c'est 23 minutes, c'est du pur bonbon. Là. Ça a passé comme super vite. Mais Richard, avec une armée sous-financée, un gouvernement qui ne mise pas sur la défense puis une dépendance économique aux États-Unis, sommes-nous déjà une nation sous tutelle sans le savoir? On l'était déjà. Il faut comprendre que l'OTAN, qui était un peu le chapeau qui protégeait l'ensemble de l'Occident, quand Trump s'est mis à dire qu'il était pour sortir de là, ou à peu près, là, on voit qu'actuellement, ça tremble. L'Europe est très inquiète de ses positions. Mais dans le passé, premier mandat, il disait au Canada, vous ne donnez pas votre quote-part. Vous êtes supposé de mettre 2 % du PIB. Vous ne mettez pas assez d'argent par rapport aux autres pays de l'OTAN. Donc, nous, on vous défend. On est votre défense parce qu'on est très puissant et vous êtes notre voisin. Ça a toujours été un peu une situation qui était intolérable pour Trump. Et là, il est arrivé en renfort, c'est-à-dire, je suis le nouveau président. Il a ridiculisé Trudeau en disant, toi, tu débarques. Il disait qu'il ne passerait pas les premières semaines. Il a débarqué assez rapidement. Ouais. Et il faut comprendre aussi que les signaux se donnent en haut lieu. Là. Les grandes familles milliardaires qui sont derrière tous ces plans-là, eux autres, il y a une interaction qui se passe avec ce que Trump fait, c'est-à-dire il envoie les signaux pour dire « j'agis ». Et vous autres, faites votre travail de votre côté. Je suis persuadé que Trudeau a été rencontré, puis il a dit là, il faut que tu lâches le morceau. On a prévu Carney. Puis la manière que la passation de pouvoir se fait, on voit actuellement qu'il est en train de réussir. Le Carney est rendu nez à nez avec Poilievre en l'espace de quelques semaines. Donc les machines se sont activées. Et Trump est celui qui lance un peu le jeu à travers ça. Mais il a dit carrément, là, on n'a plus besoin de vous, le Canada. Vous devriez vous annexer avec nous, vu qu'on paye tout pour vous, nous, à peu près. Fait que c'est sûr que Carney va arriver avec un langage un peu différent que Trudeau, mais il est là, lui, pour tenir tête à ceux qui sont les commanditaires de Trump et de Poutine. Donc, les gens au lieu se battent pour la gouvernance mondiale. C'est un jeu de pouvoir de titans. Et nous, on est en bas de la chaîne alimentaire. Donc, ce que Trump fait, il a raison, Bannon, de dire écoutez-le et prenez-le au sérieux. Parce que ce qu'il dit, c'est pas du bluff. C'est très sérieux. Là où il bluffe, c'est quand il dit je vais mettre 25 % systématique sur tous les produits. C'est une impossibilité. C'est les Américains qui écopent. Ouais. On le voit maintenant, là, depuis qu'il a annoncé ça puis qu'il a reculé, que maintenant, c'est l'aluminium, le bois d'œuvre, ce qu'on avait dit. L'énergie, 10 % il ne va pas trop affecter son monde chez eux. Le message, c'est renforçons les États-Unis. Soyons une puissance mondiale comme on l'a déjà été. Et vous, le Canada, embarquez avec nous. Soit qu'on va avoir une entente de libre-échange qui va être avantageuse pour nous, notamment sur les automobiles. Il a raison. Pourquoi on fabrique des autos Chrysler en Ontario quand c'est nous autres qui les achètent après ça? Absolument. Donc, il y a une logique économique dans son affaire, mais il y a une logique géostratégique. Et c'est ça que Bannon nous disait. Il y a une protection de l'Amérique du Nord qui doit être assurée par les États-Unis, mais à condition qu'on contrôle l'environnement. Est-ce qu'on a été naïf, Richard, de croire que notre position géographique nous mettait à l'abri alors que l'Arctique devient un champ de bataille pour la Chine puis la Russie? Bien, tu vois que ça ne date pas d'hier, parce qu'à l'époque de Harper, lui avait commencé à faire bâtir des frégates pour protéger l'Arctique. Ouais. On n'a jamais parlé de ça avant Harper. C'était pas important, l'Arctique. On disait le Canada, c'est d'un océan à l'autre. C'était pas d'un océan aux deux autres. Donc, le Nord a toujours été négligé, pris pour acquis. Et là, tout à coup, Harper annonçait qu'il fallait s'en occuper. Il y a deux choses qui se passent. C'est que les tensions militaires avec la Russie, qui est tout proche, à travers le Nord, comme l'expliquait Bannon, et, tu sais, l'Alaska est complètement au bout, à l'ouest, mais tu as tout le Nord qui n'est pas protégé. Et le fait que les glaces sont moins prises qu'avant, c'est-à-dire que tu peux passer avec les navires au nord comme on ne pouvait pas faire dans le passé. Donc, il y a une capacité maintenant d'action navale qui peut être dangereuse.
Alors, comme chef de l'armée américaine, il est obligé de jouer cet aspect-là. Contrôle le Sud, le canal Panama, comme il a bien expliqué. Si les deux superpuissances se réunissent dans les Caraïbes, on est fait aux États-Unis, on est à distance de tir. C'est comme si Cuba, tout à coup, est décuplé. Ouais. Et le Nord, la même chose, à travers le Groenland aussi. Mais derrière ça, il y a aussi l'aspect économique des terres rares. Le Canada, c'est une terre immensément riche. Donc, ce n'est pas le 51e État. C'est un deuxième pays qui viendrait renforcer les États-Unis. Ce que nos dirigeants canadiens devraient plutôt dire, au lieu de faire les niaiseries qu'ils ont faites depuis un mois, de menacer, etc. Tu ne menaces pas un géant comme ça. C'est de dire, voici comment notre collaboration historique fait en sorte qu'on est puissant ensemble. Tu n'as pas besoin d'annexer pour faire ça. Tu as juste besoin d'être aligné. Ouais. Et je pense que notre ami Carney arrive pour déranger cet aspect-là. Ouais. Steve Bannon et d'autres stratèges américains affirment qu'on est passé d'alliés clés à fardeau sécuritaire. Notre gouvernement en est-il responsable par son inaction ou ce changement était-il inévitable? Bien, je pense qu'il y a raison d'un côté parce qu'on n'a pas investi dans notre armée, notre capacité au niveau de l'armée. Même Harper avait annoncé beaucoup, puis il n'a pas livré tant que ça. Il a couché d'une souris. Donc, il faut rattraper des années si on veut être l'équivalent des superpuissances comme les États-Unis. On l'a-tu déjà été? Non. Les États-Unis se sont toujours assurés qu'on soit toujours un peu dépendant d'eux. Donc, il faut comprendre cet aspect-là aussi. Ouais. Fait que de dire qu'on est un fardeau, il ne faut pas exagérer. Là. Hein, on n'oblige personne à s'occuper de nous autres. Si le libre-échange a été mis en place, c'est à travers les républicains, justement. Donc, c'est deux républicains, Trump et Bannon. Donc, ils devraient, eux autres, être tout à fait dans ce sens-là. Non, Trump a décidé que c'était les tarifs à l'ancienne méthode. Et il va s'apercevoir qu'économiquement, ce n'est pas intéressant. Mais au niveau stratégique militaire, il pousse un peu là, son affaire. Mais il est en train de consolider le pouvoir aux États-Unis, en Amérique du Nord, au lieu de s'éparpiller partout en Europe avec l'OTAN. Donc, c'est pour ça que l'OTAN dit, s'il coupe les vivres, on va être obligé de réagir. Il a coupé les vivres à l'Ukraine. Hein? Il a dit que le deal is settled already. Mais les Européens ont dit, c'est nous qui allons... c'est nous qui est derrière ça. Et là, l'Europe vient d'annoncer 135 milliards d'euros à Zelensky. Arrêtez de le nourrir, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, on voit qu'il y a un débalancement. Et Trump force le changement à tous azimuts. Il faut reconnaître ses capacités à ce niveau-là. Il contrôle très, très bien le Parlement parce qu'on l'avait dit qu'il y avait toutes les chambres en main. Ouais. Donc, il est capable il a les moyens de ses ambitions. C'est ça qui est assez étonnant pour les gens. Tu sais, Richard, avec c'est peut-être utopique ma question, mais avec un alignement économique et politique de plus en plus rapproché, proche des États-Unis, est-ce que l'Alberta et la Saskatchewan pourraient eux autres, un jour, exiger un rattachement aux États-Unis puis s'exclure du Canada? Est-ce que ça serait plausible? La stratégie des mondialistes, c'est de faire des super continents. Hein, c'est des rapports de force. Là. On est en temps réel à travers la planète, là, maintenant, avec les technologies. Donc, les distances n'ont plus les importances qu'on avait avant. Hein. Un pays comme le Canada qui était immense. Imagine, quand j'étais à Ottawa, les gens qui arrivaient de Vancouver, ils arrivaient en avion. Ils retournaient à la maison une fois par semaine. Ouais. Mais si tu recules, là, les gens partaient pour l'année là, ou pour la session complète. Oui. Même au Québec, ils prenaient le train pour aller à Québec pour la session au complet. Là, ils restaient là-bas tout le temps. Donc, on a évolué très rapidement au niveau des capacités de technologie et ça fait en sorte que les pays, ça devient relatif. Le Canada anglais est déjà américanisé. Quand on parle aux anglophones du Canada, ils disent « Vous êtes chanceux au Québec. Vous avez une identité propre. Vous avez... un marché qui est acquis. Hein? Céline Dion, pour vous autres, quand elle parle français, vous le comprenez. Nous, on ne comprend rien. Donc, il y a une barrière de langue, de culture. On est très différents, les Québécois, du reste du pays. On est plus proche des gens du Newfoundland, de Terre-Neuve. Quand on les rencontre, là, on est plus près comme tempérament. C'est assez étonnant. Et on est plus américains que les Canadiens anglais. Ça, ils nous le disent souvent. Vous êtes directs comme les gens de New York, mais nous, on est plus... ils appellent ça diplomatique. Moi, je pense que c'est plus ratoureux un peu. Mais au niveau culturel, ils sont totalement tournés vers Hollywood.
Une vedette américaine, une vedette canadienne va devenir américaine dans le temps de le dire, va être récupérée s'ils ont du talent et tout le reste. Alors, nous, on a cette capacité-là, mais chacune des provinces a des forces. Donc, tu prenais l'Alberta. L'Alberta, c'est le pétrole. Est-ce qu'il y aurait intérêt à s'annexer? Premièrement, l'Alberta, c'est des Américains qui sont montés au nord. Quand tu vas là-bas, tu penses que c'est des Américains quand tu jases avec eux autres. Pour ça que le côté conservateur est beaucoup plus intéressant là-bas, avoir plus de popularité. Mais les autres provinces aussi ont leurs différences. Le grenier du Canada, par exemple, c'est quand même exceptionnel comme situation. Donc, on n'est plus à l'ère des séparations. D'ailleurs, la souveraineté du Québec, du PQ, bonne chance. Là. Ouais. Leur discours a fait ça là, depuis Ah, que Trump est au pouvoir, parce que tu te bats contre un géant qui, lui, se bat dans un échiquier mondialiste. Et toi, tu te dis, est-ce que mes données personnelles et ma vie privée est plus importante que la souveraineté ou non d'une province? Ça n'a plus de commune mesure comme comparaison. Ça ne peut pas rivaliser. Moi, je dis aux séparatistes du Québec, gardez-vous une petite gêne, là, parce que le jeu se passe ailleurs maintenant. Oui, tout à fait. On l'a vu, Trump veut sécuriser l'hémisphère face aux menaces chinoises puis russes. Il veut sécuriser l'Amérique du Nord en contrôlant l'Arctique, en contrôlant le Panama puis le Groenland. Qu'est-ce qui arriverait si le Canada disait non à son offre de, pas nécessairement d'être annexé, de travailler en collaboration avec lui pour protéger cet hémisphère-là? Ben, tu ne peux pas dire ni oui ni non. Premièrement, c'est pas de même ça marche. Et il n'y a personne au Canada qui a l'envergure de Trump qui, là, actuellement, agit comme un dictateur. Ce que les gens trouvent rafraîchissant, c'est que ce qu'il dit, il le fait, mais il ne le fait pas dans la première année de mandat. Là. Hein, on parle souvent en gestion, les premiers 100 jours sont déterminants. Lui, c'est les premiers 100 minutes. Là. Il bouge à une vitesse de l'éclair. Ouais. Et ce qu'il dit est exécutif. Et ceux qui disent non, non, même les cours qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues, c'est un rouleau compresseur. Les républicains qui sont pro-libre-échange disent aux Canadiens, excusez-nous, on suit le boss. Ils ont trop peur de lui. Ouais. Il y a les moyens de ses ambitions à court terme. On verra si ça durera. Mais même au Canada, si on avait un Carney, par exemple, qui était premier ministre, il ne pourrait pas décider, lui, oui ou non, on annexe le Canada. C'est pas de même ça fonctionne. Et quand Trump fait ça, là, il dépasse son cadre. C'est là son côté mégalo. Quand il dit qu'il va reconstruire des condos à Gaza, il dépasse le cadre de la réalité. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas ton mandat d'être le promoteur immobilier, là. Non plus de dire j'annexe tel territoire. C'est quoi cette affaire-là? C'est une déclaration de guerre de la part d'un président. Ouais. Mais il le fait dans un contexte qui est sa personnalité. Il est en train de redéfinir les façons de communiquer et de négocier. Ouais. Parce que quand il fait ça, il fait scandale, il attire tous les médias et tout le monde en parle. On ne parle que de Trump depuis le 5 novembre. C'est vrai. Tu l'as déclaré le 5 novembre ici, alors qu'on couvrait justement les présidentielles américaines. Tu as dit que Trump était devenu le président de l'Amérique du Nord. Le premier. Le premier président. C'est une première. C'est quelque chose qui se passe au niveau historique. Là. Est-ce que tu penses, Richard, que depuis le 5 novembre, la machine est déjà mise en marche sans que les Canadiens s'en rendent compte au niveau de cette annexation-là, qu'elle soit légale ou illégale, ou qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas concrètement? Est-ce qu'on est déjà, quelque part, annexé aux États-Unis? Bon, il l'était déjà, hein, à plusieurs niveaux. Le libre-échange a créé quelque chose d'exceptionnel. Et il a raison, Trump, de dire que ça bénéficie au Canada. C'est vrai, une entreprise canadienne comme Couche-Tard s'est développée à vitesse grand V. Si tu ouvres une chaîne de pizzeria au Canada, tu vas avoir quoi? 50 franchises, 200 maximum? Là-bas, c'est 3 000, 5 000. Là. Ouais. C'est un immense bassin de population. Alors, c'est certain que cet aspect-là existait déjà. On était comme une entité. La crainte à l'époque des débats sur le libre-échange, ça c'est Ronald Reagan à l'époque avec Brian Mulroney, c'était un gros changement. Hey, il n'y aura plus de concurrence entre les deux pays. Une entreprise va pouvoir aller d'un côté de l'autre de la frontière. Ce que ça fait, c'est que tu es obligé de faire des appels d'offres quand tu fais un pont ou une autoroute à travers le monde. De plus en plus, on mondialise les opérations. Tu n'as pas le droit de dire non à un Américain qui veut venir coter sur ton pont là, que tu bâtis au Québec. Parce que le libre-échange englobe ça. Ce que Trump vient dire, c'est les banques, on n'a pas le droit de rentrer chez vous avec les banques. Par hasard, Poilievre vient d'annoncer qu'ils vont ouvrir le marché bancaire, qui est un oligopole super fermé depuis toujours au Canada. Là. Fait que ce genre de changement-là risque d'augmenter encore plus notre intégration, soit économique et politique. Et aussi le fait que l'Internet a amené les gens à être très tournés. Les jeunes parlent tous anglais, se parlent anglais constamment. Donc, tout l'aspect
la protection culturelle qu'on a dans les ententes de libre-échange au niveau du Québec, bien, ça aussi, Trump va viser à démolir ces choses-là. Alors, de plus en plus, on va être intégré et il y a la menace de « c'est moi qui vous défends. Si je me retire de votre défense, il vous reste quoi? » Ouais. Est-ce que tu penses que Trump considère le Canada comme étant une porte d'entrée pour l'influence chinoise en Amérique du Nord? Il le considère avec raison. Ouais. Et je pense que Trudeau, qui est un pauvre petit garçon, là, est arrivé au début en disant « j'ai de l'estime pour le dirigeant chinois » parce que lui, quand il dit quelque chose, il y a 1,5 milliard de population qui exécute. Faut être déconnecté de la réalité, là, dire ça au Canada. Il l'a dit au début de mandat. Ouais. Ça fait 9 ans de ça. On a vu les militaires chinois parader à Vancouver. À un moment donné, ça a fait scandale parce que quelqu'un a filmé ça en disant c'est surréel. Ouais. Alors, les Américains, tu penses qu'ils ne voient pas ce qui se passe? Souvenons-nous de la présidente de Huawei qui a été arrêtée au Canada sur les ordres de Washington. À l'époque, on ne savait même pas c'était quoi Huawei, c'était quoi l'intelligence artificielle, c'était quoi la 5G. On ne comprenait rien. Les autres comprenaient qu'ils étaient en train de se faire enlever le pouvoir par la Chine à travers le Canada, qui est une passoire. Ouais. On en a parlé, tu sais, la zone au niveau de l'Arctique, c'est devenu une zone névralgique de plus en plus. Les grandes puissances mondiales veulent s'approprier cette zone-là, tandis que la Russie militarise l'Arctique, puis que la Chine prétend être une nation arctique. Est-ce qu'on est déjà hors jeu sans que personne n'en parle? Est-ce qu'on est à l'Arctique de la mort, ça veut dire? Non, en fait, on a une position stratégique fantastique. Okay? S'il y avait une guerre nucléaire, ben, on verrait des lueurs passer au-dessus de notre tête. Hein? Vaut mieux être au Québec qu'être au milieu, hein, justement, à cause de ça. Donc, on ne réalise pas comment on est près de la Russie, le Canada, mais on n'est pas près parce qu'on ne passe pas par le nord. Hein? On est toujours est-ouest. Donc, dans ce contexte-là, on le visualise moins. Mais au niveau géostratégique, c'est super important. Ouais. Alors, c'est certain quand Trump dit « si j'arrête de vous protéger, vous êtes vulnérable », bien, ils ne peuvent pas laisser leur front nord complètement laisser aller. Donc, ils négocient actuellement comment rapatrier les dollars qu'ils donnent à l'OTAN et pourquoi ne pas investir en Amérique du Nord au lieu d'investir en Europe comme ils font depuis longtemps. Ouais. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il est le pendant de Poutine. Il n'est pas en train de faire un deal avec Poutine sur l'Ukraine sans l'Europe pour rien. C'est que l'Europe est menacée dans le contexte où eux veulent garder l'Ukraine à l'intérieur de l'Europe. Ils ne veulent pas qu'il y ait de concessions de territoire, etc. L'Ukraine, ça a toujours été le grenier d'Europe. Hein? C'est une terre qui a été battue par l'ancienne Union soviétique, qui ont été presque génocidés. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de ravages qui ont été faits là-bas. C'est une terre très riche. C'est des gens très cultivés. Les ports sont importants. Donc, géostratégiquement, il y a un réalignement qui se fait mondialement. Mais Trump et Poutine, c'est deux balanciers qui se complètent. Ouais. Alors, si dans ce contexte-là, tu veux garder en respect la Russie, parce que c'est une superpuissance nucléaire, tu as besoin du Canada. Mais pas le Canada dans un contexte où ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont un dégénéré comme premier ministre qui est woke, qui a dit que c'est un pays post-national. Souvenez-nous d'une autre déclaration stupide de Trudeau. Un pays post-national. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Bien, Trump, il les a rappelés à l'ordre, et tant mieux. Tu sais, Richard, mes deux questions, bien, en fait, je vais te poser deux questions parce qu'elles sont complémentaires l'une de l'autre. Sans réinvestissement massif dans les infrastructures canadiennes du Nord, est-ce qu'on est vraiment équipé pour surveiller et protéger notre territoire? Sinon, est-ce que Donald Trump pourrait exiger une présence américaine au Nord? Il ne pourrait pas exiger ça, parce que c'est là que la souveraineté rentre en ligne de compte. Il y a quand même des lois internationales qui existent, hein, les limites côtières et tout le reste, pour la pêche, par exemple. Mais au niveau de la défense, c'est certain que c'est un nouvel environnement. Mais ce que Bannon disait, et qui était très intéressant, c'est que c'est pas dit vraiment dans les tribunes. C'est pas juste Trump qui décide qu'il veut avoir le Canada. Non, c'est plus fin que ça. C'est que si la Russie et la Chine viennent dans la mer du Nord, bien, on est à portée ils pourraient tirer jusqu'aux États-Unis facilement. Ouais. Donc, c'est un territoire qui ne peut pas être négligé de la part des États-Unis. Alors, est-ce qu'un Carney va investir, s'il est premier ministre réélu, au niveau militaire? Bien, les libéraux ne l'ont jamais fait. C'est eux qui ont diminué les budgets le plus. Harper l'avait annoncé beaucoup plus qu'il l'a fait. Ouais.
Donc, on voit qu'il y a un besoin de rattrapage si on veut être l'équivalent du niveau américain. Moi, je pense que c'est une erreur. On a 40 millions de population, on n'a pas 400 millions. Non, c'est ça. Donc, financer ça avec quoi? On est déjà en super déficit. Les Américains aussi sont en super déficit. Donc, on n'est pas dans des positions de force. Tous ensemble, et on le voit comment ils rapatrient les milliards actuellement. Le 500 milliards en technologie de l'IA, c'est pour contrer l'IA chinoise et tout le reste, comme Jean expliquait. Oui, mais on est en train de plus en plus de mondialiser notre vie. Je pense que le Canada va faire les frais du grand frère, de la volonté du grand frère. Mais l'annexion, non. L'occupation du territoire par les Américains, sûrement pas. Donc, c'est pour ça que la décision de l'élection prochaine va être importante au Canada. Oui. Si c'est Carney qui est chef le 10 mars prochain, je vous annonce qu'il va déclencher l'élection avant le 24 mars, qui est le retour en Chambre, selon la prorogation du Parlement. Oui. Parce que tu as déjà parlé de ça. Parlons-en justement de Mark Carney. Ancien banquier central, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, ancien banquier central, partisan des taxes carbone et de la finance verte, Mark Carney incarne vraiment une vision mondialiste du Canada. Son arrivée au pouvoir pourrait-elle signifier la fin de toute autonomie économique et stratégique pour le pays? Je pense non, pas dans ce sens-là, mais ça va être important de voir... Tu peux ramasser ton œil de vide ton entier, Richard. Je pensais que c'était discret. Tu m'as déstabilisé. Je m'excuse. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va voir rapidement... Je parle de Carney comme s'il était élu, parce qu'il y a toute une machine derrière ça. À date, ils n'ont pas fait de faux pas. Là. Non. Il a monté comme ça. Là. La courbe, elle est comme ça. Ouais. Et l'écart de 30 points avec les libéraux a fondu comme neige au soleil et il n'est pas encore élu. Ouais. Donc, on voit une machine derrière, son style rassurant, Ouais. et qui peut contrer le méchant Trump, un jeune politicien sans expérience ou quelqu'un aguerri financier. Il est même allé dire sur une tribune, « Je suis de l'élite, donc c'est moi qui devrais avoir le poste. » C'est quelque chose. Wow. C'est que ça vient dire, je suis de niveau pour tenir tête à Trump, Ouais. mais on se bat contre l'élite mondialiste depuis au moins 2020, et c'est paradoxal. Ouais. Et c'est rassurant de dire, tu as quelqu'un qui va tenir tête à l'autre. Donc, ça joue actuellement, c'est en train de bouillonner. Donc, si le 10 mars, il annonce l'élection dans les semaines d'après, avant le 24 mars, ça veut dire qu'on ne rentre pas en chambre. L'élection est en avril, parce qu'il y a une urgence d'avoir un chef qui répond à Trump. Ouais. Donc, ça va dépendre. Ça va montrer rapidement. Lui, il va devoir, dans les 100 premiers jours, montrer certaines choses. Notamment, il a déjà dit qu'il n'était pas pour implanter la taxe carbone, qui était si importante pour Trudeau. Il se dissocie de Trudeau. Il l'a fait d'une phrase très simple. Même s'il était conseiller puis il était dans l'entourage libéral, il a dit « M. Trudeau et moi, on est très loin. Il est à gauche, puis je suis plus au centre. Ouais. » Mais c'est un wokiste au sens du World Economic Forum. Là. Il est téléguidé. Ouais. Mais il relève des Rothschild beaucoup plus que des Lubavitch, qui sont les parrains de Trump. Et ça, c'est un autre niveau. Là. On va reparler de Poilievre dans quelques minutes, mais Carney et Trudeau, c'est le même combat. Carney veut poursuivre les politiques économiques déficitaires de Trudeau. Est-ce que le Canada peut survivre à une autre décennie de gestion budgétaire? Ça, c'est une vue de l'esprit. Hein? Les déficits, là, on ne se demande jamais pourquoi on a des déficits. Ouais. Il ne devrait y avoir aucun déficit aux États-Unis ni au Canada. On devrait vivre selon nos moyens, nos capacités, de la richesse qu'on crée. Hein, on est assis sur une mine d'or au niveau naturel au Canada. On a 2 de la réserve d'eau mondiale. Ouais. Les États-Unis sont assoiffés, puis nous, on a de l'eau, plus qu'on en a besoin. Donc, on voit qu'il y a un rééquilibrage au niveau des ressources qui peut être dans la balance. L'électricité, ici, avec l'hydroélectricité, on a des forces. Donc, ça fait en sorte que si on n'avait pas à dépendre des banquiers mondialistes qui nous saignent depuis le début du 20e siècle, hein, les banques centrales, ça a été mis en place par les Rothschild et compagnie pour prêter l'argent qu'ils ont inventé, qu'ils ont imprimé eux-mêmes. C'est absurde comme système. Pourquoi on paye des impôts? On est tous esclaves de ce système-là qui enrichit les très riches. Mais là, ils s'en viennent dire, on va vous mettre au pas avec les technologies. Donc, on se bat contre ça. C'est David contre Goliath. Mais les déficits, tu pourrais les tripler.
Il n'y a jamais de conséquences. C'est la journée où les banquiers mondialistes décident de baisser ta cote de crédit. On entend ça, le Standard & Poor's a baissé le... Ça part d'où? Ça va où? C'est des contrôles de marché, mais toujours maintenus dans une pauvreté qu'on n'aurait pas si c'était le Canada qui garantissait nos hypothèques, qui prêtait l'argent à travers la richesse collective. On n'est pas là-dedans. Donc, on est vulnérable à ceux qui décident beaucoup plus qu'aux déficits eux-mêmes. Ouais. Fait que c'est sûr que si Carney, c'est un banquier puis il est dans l'élite, bien lui, il va sûrement dire, je vais pas réduire le budget. Je vais augmenter le budget peut-être pour en mettre dans l'armée, pour en mettre au niveau des services sociaux. Tout le discours libéral, il ne faut pas qu'ils perdent leur base. Ouais. Et ils ont perdu le NPD. On néglige le NPD au Québec parce qu'on a le Bloc québécois, mais le NPD est effacé dans l'Ouest canadien. Donc, eux disparaissent de l'échiquier, alors que Trudeau, c'était sa béquille depuis 2 élections. Contrairement à Carney, Poilievre prône une souveraineté canadienne plus forte. Est-ce que M. Poilievre a réellement les moyens de redresser un pays affaibli où il est déjà trop tard pour inverser la tendance? Bien, juste sur la base personnelle, je connais Pierre depuis longtemps. Il a été élu à 23 ans. Il ne connaît rien d'autre que l'opposition officielle. Donc, pour lui, là, c'est carrément l'aventure. Mais c'est pas pour rien que sa crédibilité a fondu si rapidement. Ouais. C'est qu'il était l'alternative dans un contexte d'avant 2020, où c'est bleu pendant 2 mandats, c'est rouge pendant 2 mandats. Même chose aux États-Unis. Trump a changé tout. Le COVID a changé tout. Et on oublie que Trump était le promoteur avec les injections. Il se disait qu'il était le père du vaccin. Souvenons-nous là, de 2020, ce qu'il disait avant de quitter le pouvoir. Ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais il faut se le rappeler. Il n'est pas anti-vaccin. Il est assez fin renard pour avoir récupéré Robert Kennedy, qui est en train de donner un discours très rafraîchissant. Donc, les décisions qui sont rendues depuis quelques semaines sont très excitantes d'un point de vue conservateur. Ouais. Il faut les célébrer, comme tu le dis souvent. Il faut célébrer les victoires, parce que c'est des gros coups qu'ils donnent. Mais il faut regarder l'ensemble du portrait. Absolument. Et moi, je pense que Carney ne va pas ne pas défendre la souveraineté du Canada. Là, au contraire, il va arriver en disant que moi, je suis celui qui va permettre au Canada de rester souverain. Mais Poilievre, il peut le dire, mais il n'est pas crédible. Quelle est la première conférence de presse qu'il a fait depuis les récentes semaines? Avec fraise, c'est bon. Ben, c'est ça. On a vu sa fraise en article. Il est allé faire une conférence de presse tout seul derrière un glacier. C'est complètement absurde. Je ne sais pas c'est qui son entourage, mais ils ont perdu le nord, c'est quoi de le dire. C'était surréel. Il parlait de quoi? Où? Et ça se passe au sud, là. On se fait attaquer par les États-Unis. Puis c'est pas parce que tu es en Arctique qu'on t'écoute plus, là. Non, tu peux le dire d'Ottawa que tu vas protéger l'Arctique, puis on va comprendre. On sait lire. Donc, il n'y a pas le tour à date. Il est assez silencieux parce que là, il voit bien que la machine Carney est en train de manger son avance. Donc, l'équilibre va se retrouver au mois de mars, assez rapidement au Canada. On va être fixé, comme on a été fixé avec l'élection de Trump, parce que tout le monde me parlait d'élection au mois de septembre passé. Je dis, attendez, le 5 novembre. Ben, c'est ça. Si c'est Trump ou c'est pas Trump, ça change tout. Exact. Et là, on le voit, l'impact. Tu sais, tantôt, tu parlais, Richard, parce que nous, on baigne dans la politique, on lit régulièrement la politique, on regarde des vidéos sur la politique, on suit les sondages, puis même si c'est biaisé aujourd'hui, les sondages, mais on se tient au courant, puis on se tient à l'affût de ce qui se passe dans l'arène politique. Et tu parlais tantôt, hors d'onde, on parlait, puis tu disais que c'est comme un jeu d'échecs. Tu donnais l'allégorie ou l'illustration d'un jeu d'échecs. Tu pourras peut-être la réutiliser avec la question que je vais te poser, mais ma dernière question, c'est est-ce que les Canadiens sont-ils suffisamment conscients des enjeux géopolitiques qui se jouent actuellement ou ils attendent passivement leur destin? Ben, le destin, on peut en parler longtemps, mais il y a une partie de la population qui est non politique et qui vont voter sur les cheveux de Trudeau. Souvenons-nous, c'était ça à l'époque. Là. Alors, ça, c'est malheureux, mais ça fait partie de la réalité dans laquelle on est. Mais il y a une grosse partie de l'électorat qui est disparue. À un moment donné, tu viens écœurer à force de te faire remplir pendant des décennies. Là. Et le monde décroche. C'est-à-dire qu'ils comprennent la politique, ils suivent ça, ils écoutent un peu et on a
beaucoup d'auditeurs à Théovox qui sont de cette frange-là, qui disent « Ah, c'est intéressant le discours. » On était rafraîchissants comme Trump, avant Trump, nous autres, là, quand on parlait, et les gens l'appréciaient. Enfin, on entend les vraies affaires, etc. Donc, pour reprendre l'image de l'échiquier, c'est que les gens ont tendance, et ce n'est pas de leur faute, c'est qu'on leur montre un gros projecteur, comme un microscope, sur les pièces du jeu d'échecs. Donc, tout à coup, le monde, il dit « Ah, ben ce pion-là, c'est mon idole. » Puis là, il se mobilise, là, il passe des fins de semaine à convaincre les gens pour faire élire le pion. Et là, le joueur décide de sacrifier son pion. Et là, tout à coup, le jeu vient de tomber. Ouais. Alors, on a vu les Philippe Méloni, Bernard Massy, qui étaient venus ici pour dire on a démissionné du Parti conservateur parce que Duhem, ce qu'il nous disait avant l'élection, et ce que c'est maintenant, c'est plus la même chose. C'est deux choses, oui. C'est ça, là. Lui, il a décidé, Duhem, de faire mourir son pion. Il l'a sacrifié, puis eux autres, ils étaient attachés au pion. Fait qu'il faut sortir du jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs global, mais qui sont les joueurs qui bougent les pièces? C'est bien plus important pour comprendre le jeu. Ouais. Au stade de la mondialisation, c'est les Lubavitch contre les Rothschild, qui sont des fortunes gigantesques, pas seulement en dollars, mais aussi en contrôle de l'économie mondiale. On sait que BlackRock contrôle 95 de l'économie mondiale. C'est un PDG. Il relève de qui? C'est qui les investisseurs de ces entreprises-là qui contrôlent toutes les autres entreprises? Ouais. Tu as la déclinaison jusqu'à la crise de la COVID qui est inventée par tout ce monde-là. Et les gens ne le réalisaient pas, mais on fermait les commerces, mais on laissait ouverts les Walmart, les Costco, les SAQ pour endormir le monde, hein, les SQDC. C'est un plan, ça. Ça n'a ni queue ni tête. Pourquoi tu favorises un Walmart et tu fermes la PME qui fait vivre sa famille depuis 3 générations en face? C'était une loi qui t'interdisait d'ouvrir. Ouais. Alors, on oublie déjà cet aspect-là, qui sont allés très loin, mais ça se joue maintenant à un autre niveau. Et Trump est le joueur clé actuellement parce qu'il est en train de réétablir ou rééquilibrer les forces. Faire du ménage. Le Canada va suivre la tendance de Trump. On oublie qu'il est là pour 4 ans, mais d'ici 4 ans, il peut faire beaucoup de choses et il peut arriver beaucoup de choses au niveau mondial. Ouais. 2030, c'est dans 5 ans. L'échéancier n'a pas changé. Le World Economic Forum, il est juste l'opérateur de tous ces mondialistes-là. Alors, ça va dégénérer comment? Ça va s'installer comment? Comment le Canada va tirer son épingle du jeu? Je pense qu'on est un joueur stratégique incontournable. Ouais. Et je ne suis pas très inquiet pour l'avenir. Je suis plus inquiet de la qualité des dirigeants qu'on a parce que Poilievre ou Carney, bonne chance au Canada. Là. Et c'est ce que Bannon disait tout à l'heure dans l'émission. Si vous avez le gauchiste wokiste de Carney, parce que lui, il le connaît, c'est pas des bonnes nouvelles pour le Canada. Là. Vous n'allez pas du bon bord. Regardez où Trump s'en va. Il fait quand même du ménage à plusieurs niveaux. On a vu Nordvolt, qui est une faillite totale. La CAQ est drainée avec ça. Bonne chance aux prochaines élections. Ils vont perdre Terrebonne dans quelques jours parce que c'était le comté de M. Fitzgibbon qui a fait un désastre, qui a entraîné le parti avec ça. Donc, on comprend que le jeu se redéfinit. Ça va prendre des années avant que les joueurs changent. Moi, j'ai bien hâte qu'on ait un Trump au Canada. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment apprécié. Plaisir. Vous savez, je veux juste réitérer avant de sauter à ma conclusion, cette conférence-là, dire entre les lignes, 4 avril prochain, écrivez-nous à info@teovox.tv ou appelez-nous directement sur notre ligne au 450-TEOVOX pour réserver votre place. Ça va être une soirée extraordinaire avec de bons échanges, questions-réponses. Nous vivons dans une époque de bouleversement sans précédent. Notre monde change à une vitesse complètement démesurée. L'intelligence redéfinit l'humain, l'identité bionumérique se profile, les guerres s'intensifient et l'instabilité économique plonge des millions dans la peur et l'incertitude. Partout, les valeurs fondamentales sont renversées. Ce qui était bien est désormais condamné et ce qui était mal est maintenant célébré. L'élite mondialiste avance son agenda, un nouvel ordre mondial se dessine sous nos yeux et les nations vacillent sous le poids de la corruption, de l'endettement et du chaos. Face à cette tempête, nombreux sont ceux qui cherchent des solutions dans les gouvernements, les institutions financières ou encore dans la technologie. Mais ces systèmes sont faillibles, éphémères
et par-dessus tout corrompus. Ils ne peuvent offrir qu'une illusion de sécurité. Pourtant, il existe un réel espoir, un ancre inébranlable au milieu de cette tourmente, Jésus-Christ. Il n'a jamais promis un monde sans souffrance, mais il a offert la seule véritable paix. Il dira dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans ce chaos ambiant, notre véritable combat n'est pas seulement politique ou économique, il en est un spirituel. Le diable cherche à détourner l'humanité de Dieu, à imposer une société sans racines, sans repères et sans espoir. Mais Jésus est la seule porte du salut. C'est pas le nouvel âge, c'est pas le bouddhisme, c'est pas Krishna, c'est pas l'islam. Jésus-Christ dira dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, le verset 6, « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père, à Dieu, que par moi. » Jésus dira à nouveau dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous tourner vers celui qui règne au-dessus des nations. Il n'est pas surpris des événements, il n'est pas dépassé par la folie de l'homme. C'est un homme, c'est un Dieu, il est souverain, il est fidèle. Un passage puissant qui me fait réfléchir à chaque fois que je lis dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, synonyme de péché, tout ce qui n'est pas trouvé dans la parole de Dieu, tout ce qui est à l'extérieur des 10 commandements donnés par Dieu est péché. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » L'heure est venue de choisir. L'heure est venue de choisir. Soit nous restons dans l'illusion d'un monde qui s'effondre, soit nous nous tournons vers Christ, l'unique espoir, l'unique vérité, l'unique salut pour un monde perdu. Ma prière ce soir, c'est que vous vous tourniez vers lui seul, car lui seul peut changer nos vies. Il peut changer ta situation actuelle, il peut changer ta tristesse en joie, il peut réconcilier ta famille, il peut te donner un travail, il peut te sortir de ton marasme dans lequel tu te retrouves présentement. Lui seul peut te donner un avenir et une espérance. Lui seul peut te sauver. Et ma prière ce soir, c'est que tu puisses en venir, en dépit de ce qui se passe dans notre monde, en dépit des inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à des politiciens qui sont acteurs de leur pays, en dépit de tout ce qu'on voit prendre place aujourd'hui, ma prière à moi, c'est que vous puissiez vous tourner vers Jésus-Christ, le seul sauveur qui peut sauver notre vie et notre humanité. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.